Bonjour à tous, Françoise Gorga, je travaille pour l'ANIA. On s'était dit qu'on démarrait ce webinaire sur l'alimentation de demain à 150 participants et je crois qu'on y est bientôt. Euh, donc, juste pour introduire ce moment qu'on va passer ensemble, pourquoi l'ANIA, le Poly-AR et Protéines France ont décidé d'organiser ce webinaire? Parce que, au-delà de notre intérêt commun sur l'alimentation de demain et sur l'évolution du secteur agroalimentaire en général, on sait que la France a de vrais atouts sur les protéines végétales et sur les nouvelles ressources. Et notre volonté, notre travail, je pense, est de pousser, d'accompagner toutes les initiatives qui vont vers ces marchés porteurs de croissance et porteurs d'avenir. Je vais vous présenter du coup le programme de la journée qui sera co-animé par moi et par Christophe Rubdalem, du coup, qui assure la présidence d'IAR et de Protéines France, qu'il va vous présenter là dans la foulée. Je voulais remercier d'abord nos intervenants, donc Lourdes de Zabala de Nutrikeo, qui va vous faire une présentation très intéressante sur les tendances autour des protéines, parce que c'est toujours bien de savoir vers quoi on va et ce qui se dessine. Et je voulais aussi remercier très, très chaleureusement les trois entreprises qui ont accepté de passer du temps avec nous aujourd'hui pour présenter leurs initiatives directes. Donc Fermental, Nestlé et Insect avec Philippe Lavielle, Cécile Rosy et Franck Pierre. Donc merci à eux. Merci à vous d'être là. Juste quelques informations d'organisation, évidemment. Étant donné la durée du webinaire, on n'aura pas le temps d'adresser les questions à l'oral aux intervenants. Du coup, je vous invite à les adresser par écrit dans le chat. Vous avez une icône discussion. Vous pouvez adresser vos questions directement dans le chat et les intervenants, dès qu'ils auront fini de parler, vous répondront en direct. Si jamais on n'a pas réussi à répondre à toutes les questions, de toute façon, on les conserve et on vous répondra par la suite. Merci de fermer vos micros, de couper vos caméras lorsque vous ne parlez pas. Et du coup, je vais passer la parole à Christophe Rubdalem. Je voulais juste préciser avant que le webinaire était enregistré. Donc, vous aurez la possibilité de le revisionner par la suite. Voilà, on se reparle tout à l'heure. Christophe, c'est à toi. Oui, merci Françoise. Donc bonjour à toutes et à tous et encore merci à l'ANIA d'avoir co-organisé avec le pôle de compétitivité IAR et Protéines France donc ce webinaire sur l'alimentation de demain avec un focus sur les protéines et les nouvelles ressources. Donc j'ai la charge de démarrer ce webinaire. Françoise a démarré à 150 participants, nous sommes à 200 maintenant, sachant que nous avions à peu près 400 inscrits. Donc, c'est vraiment déjà un succès et on vous remercie tous de votre présence. On espère que ça sera très intéressant pour vous, inspirant et que ça vous donnera envie en fait, de rejoindre notre écosystème avec Protéines France et IAR. Donc, je vais démarrer la présentation sur Protéines France, donc le slide suivant. Donc Protéines France, brièvement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc une association des acteurs en fait qui sont sur tout au long de la filière des protéines végétales et des nouvelles ressources. Et on est le représentant aujourd'hui reconnu des leaders français sur ces protéines végétales et nouvelles ressources. On travaille énormément avec les différentes administrations, la DGE, le ministère de l'Agriculture, les autres associations comme le GEPV, comme l'ANIA et d'autres. Donc on est vraiment l'interlocuteur pour en fait représenter la filière des protéines végétales et des nouvelles ressources au niveau français et aussi au niveau européen puisque on a aussi un lien avec l'Europe. Donc le slide suivant. Plus précisément, donc aujourd'hui, on a 26 adhérents qui représentent en fait tous les acteurs, enfin les principaux acteurs de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ça démarre avec des coopératives. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein, mais on a par exemple Vivesia comme coopérative. On a aussi les premières transformations, hein, comme le groupe Soufflé, bien sûr Roquette, Avril, le Safre. On a des sociétés aussi qui sont en B2B, qui vont, et puis des sociétés aussi après en B2C, comme Nestlé, Nutrition Santé, Tribala,
et j'en oublie certains, mais c'est simplement des nouvelles startups qui se lancent dans des alternatives au steak, comme les nouveaux fermiers. Voilà. Donc, on a vraiment une palette. L'idée, c'est de ne pas représenter une partie de la chaîne, mais vraiment tous les maillons de la chaîne de cette nouvelle filière qui est protéines végétales et nouvelles ressources. Qu'est-ce qu'on entend par nouvelles ressources? C'est tout ce qui est insectes, algues, levures, champignons, micro-organismes. Donc, l'idée, c'est d'avoir tous ces acteurs autour de la table pour porter la voix de cette filière au niveau français et au niveau européen. Alors, je n'ai pas précisé que, bien sûr, on avait des permanents, on avait une organisation, et cette organisation, en fait, l'association est animée par le pôle de compétitivité IAR, des personnes du pôle de compétitivité IAR, Antoine Peters avec Madeleine de Colnay, pour assurer, en fait, tout le suivi des actions de Protéines France et animer le réseau de Protéines France entre les différents acteurs. Donc, on a 3 piliers importants, 3 axes stratégiques. L'innovation, c'est-à-dire qu'on essaie de faire émerger des projets qui soient compétitifs, non compétitifs. On a des initiatives sur les startups pour rapprocher les startups aussi des autres leaders. On a des actions sur la production où là, on suit vraiment toutes les actions avec France Relance, tous les appels à projets, que ce soit aussi avec France Agrimaire aussi. Donc, on a énormément de suivi pour essayer de trouver des supports, des soutiens, soit soutien financier ou autre soutien pour les actions de Protéines France. Et enfin, des actions plus de lobbying, de promotion de nos produits. Des sujets sur les dénominations pour l'alimentation humaine, des sujets aussi sur l'alimentation animale. Donc voilà ces 3 axes-là. Alors, ces 3 axes, en fait, sont déclinés en 3 champs d'action. L'innovation et les startups sont des exemples, en fait, d'initiatives qu'on a eues et qui sont en cours. On a créé Protein Connect pour identifier des startups, les aider, les accompagner. Là, cette année, on a un atelier sur le goût végétal. Bon, c'est une thématique importante, voir comment avoir du partage de connaissances, essayer de voir comment on peut aborder ce sujet. Au niveau des affaires publiques et réglementaires, il y a eu un gros sujet cette année qui continue encore en 2021. C'est tout le sujet des dénominations, c'est-à-dire l'utilisation de dénominations qui sont utilisées de manière classique pour la charcuterie, etc., à des dénominations pour les protéines végétales et les nouvelles ressources. Donc là, on est en contact avec l'administration, la DGCCRF, les ministères, puisqu'il y a un décret qui est en cours. Novel food, essayer de simplifier les choses au niveau du novel food, parce que c'est assez difficile de s'y retrouver, de savoir est-ce qu'on doit déposer un dossier novel food ou pas pour des nouvelles protéines. Donc, avoir un arbre de décision pour pouvoir définir si notre projet rentre dans un dossier novel food ou pas. Et là, on va démarrer certainement un sujet de normalisation avec l'AFNOR, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de groupe de travail sur les protéines végétales au niveau de l'AFNOR et au niveau de l'ISO. Donc là, il y a une nouvelle démarche à partir de mai, certainement de cette année. Voilà. Après, on est en contact, bien sûr, avec le comité stratégique de filière alimentaire, qui est animé aussi avec l'ANIA, et les contacts avec France Relance. Les protéines végétales font partie de la stratégie d'accélération pour une alimentation durable favorable à la santé. On a aussi le plan protéines animé par le ministère de l'Agriculture. Et on travaille aussi avec France Agrimaire. Alors, côté communication, bon, c'est le site, les questions-réponses, des événements presse. Alors, on a des baromètres consommateurs. On travaille avec le GEPV sur ce baromètre. Et enfin, au niveau européen, on est membre de European Alliance for Plant-Based Food, donc en fait qui correspond à notre pendant au niveau protéines végétales à Bruxelles. Voilà. Alors sur IAR, IAR c'est un pôle de compétitivité qui vient de fêter ses 15 ans, qui compte aujourd'hui 450 adhérents, alors qui vont des startups en passant par les PME, ETI, les écoles, les agences. Donc c'est tout un écosystème qui aborde tous les sujets de la bioéconomie.
Bon, la bioéconomie, en fait, c'est la transformation de la biomasse en différents débouchés, que ce soit des débouchés énergie, donc on va retrouver les biocarburants, le biogaz, la méthanisation, soit des débouchés sur la chimie, des nouveaux produits biosourcés, des nouveaux matériaux, des nouvelles fibres naturelles pour l'automobile, pour le bâtiment, etc. Bien sûr, les ressources. Les ressources sont clés, donc tout ce qui est ressources agricoles. Et il y a un sujet important aussi qui représente 50% des débouchés de la biomasse, c'est tout ce qui concerne l'alimentation. Donc, avec le sujet aussi des fibres et aussi des protéines, enfin tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Enfin, bien sûr, il y a un axe sur tout ce qui est procédé. Alors, les adhérents, au niveau des adhérents, là, il y a 450 adhérents, donc le slide serait illisible, mais on a voulu faire un zoom simplement sur des adhérents qui sont dans le domaine agroalimentaire. Donc là, vous voyez, il y a des adhérents aussi qui sont à la fois dans Protéines France et dans IAR. D'autres sociétés comme le groupe Danone qui est adhérent d'IAR, Cargill, Crystal Union, Natup, InVivo, etc. Donc vous voyez, donc on a une bonne représentation aussi des secteurs de l'agroalimentaire au sein d'IAR. Moi, en tant que président d'IAR, je souhaite renforcer cette partie agroalimentaire. Historiquement, le pôle a démarré sur les biocarburants, les produits, les matériaux biosourcés. Et l'objectif, c'est de placer l'agroalimentaire à sa juste place, puisque je disais tout à l'heure, 50% de la biomasse est destinée à l'agroalimentaire. Et donc, renforcer cette partie agroalimentaire. On a recruté 2 personnes en début d'année pour justement nous accompagner. Et donc, on va, dans les années qui viennent, renforcer ce pôle encore agroalimentaire au sein du pôle IAR. Alors, les différents services, il y a une trentaine de permanents au sein du pôle IAR, donc c'est vraiment une petite entreprise avec différents domaines. On accompagne les adhérents dans leurs projets, que ce soit des projets européens ou des projets français. On a 4 personnes à Bruxelles, par exemple, pour suivre les appels à projets européens dans le cadre des partenariats publics-privés ou d'Horizon Horizon Europe. Enfin, voilà. Donc ça, vraiment, on a une équipe solide pour accompagner les projets des membres. L'intelligence économique, c'est en forte croissance, c'est-à-dire qu'on peut réaliser des études de marché ou des études d'opportunité, soit pour des adhérents, soit pour des non-adhérents, soit pour une société, soit pour un groupe de sociétés ou pour le pôle d'une manière générale. Voilà, 2 zooms importants pour moi, c'est l'intelligence économique et les projets. Après, on a tout le réseau, bien sûr, qui est organisé avec des communautés par secteur, donc communautés sur l'énergie, sur l'alimentaire, sur les matériaux, sur les produits et sur les procédés. Voilà, alors il y a vraiment une synergie entre l'objet de ce slide, il y a vraiment une synergie entre Protéines France et IAR. Protéines France a été créée il y a 4 ans, en 2017. Aujourd'hui, Protéines France est animée par le pôle IAR. Protéines France est focus sur tout ce qui est protéines végétales et nouvelles ressources, avec une partie importante en innovation, mais aussi en affaires publiques et en communication. Alors là, il y a une complémentarité parce qu'on s'appuie sur, bien sûr, la force d'IAR. Il y a donc, par exemple, l'organisation de ce séminaire, il y a l'intelligence économique d'IAR, il y a le réseau aussi. Donc, il y a vraiment une complémentarité entre IAR et Protéines France. On avait souhaité faire ce séminaire avec l'ANIA, parce Protéines France est dans le comité stratégique alimentaire qui est animé par l'ANIA. Et on trouvait que ça avait du sens en fait de faire ça à 3 parce que les 3 entités en fait se complètent et je dirais il y a tout un sens à être à la fois adhérent par exemple de Protéines France et adhérent d'IAR. Ceci nous a amené à envisager une offre pour les adhérents pour le futur, qui ne sont ni adhérents aujourd'hui de Protéines France, ni adhérents d'IAR, avec une réduction, donc j'en profite pour faire un peu de publicité, de cette année sur une réduction de 20% si vous devenez adhérent des 2 entités de Protéines France et d'IAR, et ça pour une durée de 2 ans. Donc c'est quand même assez significatif.
Donc, on espère que vous convaincre aujourd'hui de nous rejoindre pour participer à ce développement dans les protéines végétales et les nouvelles ressources. Et en tout cas, je resterai, même après cette réunion, à la disposition de tout un chacun pour répondre à des questions par la suite. Vous avez les adresses mail ici pour nous contacter. Alors, le slide suivant. Donc, je voudrais maintenant en fait introduire la présentation donc, de Lourdes de Zabala, qui est consultante senior au sein de Nutrikeo. Nutrikeo, c'est un cabinet de conseil en stratégie nutrition pour qu'elle nous éclaire tous au niveau des tendances de demain, qui concerne les ingrédients alimentaires, et avec un focus plus spécifique, bien sûr, aujourd'hui sur les ingrédients protéiques. Donc, Lourdes, je te laisse la parole et l'image. Merci beaucoup, Christophe. Alors, je vais juste partager mon écran. Hop. Bon, je vais commencer par remercier donc Protéines France, le Poly-AR et l'ANIA pour l'organisation et l'invitation, bien évidemment, donc, à ce webinaire. Donc effectivement, comme Christophe l'a dit, donc je vais parler, je vais faire un focus sur les protéines végétales et les nouvelles ressources. Je vais commencer juste pour introduire un petit peu Nutrikeo. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une agence de conseil en nutrition avec un fil conducteur, voilà, donc la nutrition. Et ça converge en fait en 3 secteurs complémentaires qui sont la nutraceutique, hein, donc tout ce qui est autour des compléments alimentaires et fournisseurs d'ingrédients, la santé avec les mutuelles, les laboratoires pharmaceutiques et bien évidemment tout l'écosystème de l'industrie agroalimentaire. Donc notre méthode de travail, donc c'est vraiment de l'ultra expertise et du partage de connaissances. Et voilà, donc nous sommes vraiment à la pointe des tendances et de l'innovation et nous accompagnons les industriels donc de ces secteurs à la transition donc nutritionnelle et nutraceutique. Alors tout d'abord, voilà, pour prendre un petit peu d'auteur, on va se focaliser un petit peu sur le consommateur et donc les multiples facettes qu'il va prendre d'ici 2025. Donc il y a quelques critères voilà, qui sont assez importants à prendre en compte, comme tout ce qui est autour de la naturalité, bien évidemment. Donc le consommateur est attiré par les ingrédients naturels et aujourd'hui le mot d'ordre c'est le Clean Label. Il y a tout ce qui est autour de l'éthique, voilà, la montée du flexitarisme, du véganisme. Voilà, aujourd'hui, les producteurs voilà, rentrent dans la chaîne de valeur de notre écosystème. On voit bien l'exemple avec la marque donc, qui est le patron, voilà, qui est revendique elle-même, qui est la marque des consommateurs et qui rémunère au juste prix donc, les producteurs. Ensuite, il y a l'environnement et voilà, la prise de conscience environnementale. Voilà, les Français sont prêts à payer près de 6% de plus cher les produits qui respectent l'environnement. Donc, tout ce qui va être autour des ressources, les ressources de l'eau, les gaz à effet de serre, notamment pour la viande. Voilà, il y a l'efficacité, la réassurance via des preuves et des preuves d'efficacité et des études cliniques qui peuvent même être en place par les industriels. La santé, donc, qui est directement liée à l'alimentation. De plus en plus, voilà, il y a des prises de parole en santé publique et du PNNS qui fait le lien entre alimentation et santé. Le back to basic, avec cette tendance, on va dire, des locavores, des consommateurs qui souhaitent, on va dire, consommer plus local, qui vont aller sur du circuit court, donc notamment avec le boom des AMAP qu'il y a eu depuis quelques années. Voilà, il y a quand même une défiance vis-à-vis des industriels et tout ce qui va être autour de la problématique de l'ultra transformé. Ensuite, il y a la praticité et le nomadisme et aussi la tendance du all-in-one, les repas voilà, qui permettent de répondre à
à ce besoin du consommateur de nomadisme et de praticité. Bien évidemment, le consommateur, il est hyper connecté. Donc, il y a une montée vraiment du e-commerce, des réseaux sociaux, avec voilà, tous les influenceurs voilà, qui mettent en avant les différentes marques du secteur. Et le consommateur, il est maintenant armé de son smartphone et il va aller décrypter vraiment les emballages et la composition via des applications type Yuka. Et pour finir, il y a donc tout ce qui peut être autour du plaisir, donc le goût avant tout. Donc effectivement, il y a une petite ambivalence entre le locavore et le exolocavore. Donc les consommateurs qui sont à la recherche plus de produits exotiques, comme ça peut être les superfoods, etc. Donc, effectivement, cela implique que pour les industriels, que les consommateurs, ils sont exigeants, ils sont experts et ils sont ambivalents. Donc tout ça, c'est pour il y a un grand terrain de jeu qui est assez important pour voilà, pour toutes les alternatives aux protéines animales. Donc on le voit bien dans ce graphe, il y a tout ce qui va être autour du végétal, voilà, comme les graines, tout ce qui va être les oléagineux, voilà, les algues, on verra plus tard. Ensuite, il y a tout ce qui va être autour de l'animal et les insectes, et des micro-organismes avec les champignons, les bactéries et les levures. Donc, il y a trois grandes catégories de nouvelles générations de sources de protéines. Il y a les nouvelles sources de protéines qui sont méconnues, on va dire, du consommateur, donc comme les algues marines, donc les macroalgues, les microalgues, les insectes et les levures. Ensuite, il y a une catégorie des sources qui commencent à être de plus en plus utilisées comme ingrédients alimentaires, comme ça peut être les champignons et les mycoprotéines, mais des céréales type quinoa, du lupin, avoine et pois. Et ensuite, il y a une troisième catégorie avec des sources plus matures qui sont acceptées et facilement disponibles sur le marché aujourd'hui, donc comme le soja, les légumes, le blé ou la noix de cajou. Donc, on a différencié donc en vert, c'est tout ce qui est à base de végétaux. En gris, voilà, c'est les insectes. Et ensuite, en bleu, on a tout ce qui est à base de champignons et de micro-organismes. Alors, si on se plonge au cœur des protéines alternatives, donc on va faire un focus sur le végétal, sur les micro-organismes. Donc, on parlera des champignons et des levures. Et on va finir avec les insectes. Alors, si on regarde le marché des protéines végétales, donc on a un contexte plutôt très favorable à l'utilisation des protéines végétales. Donc, c'est un marché qui est en croissance. Il représente environ 33% du marché global des protéines en 2019. Donc, c'est le graphe qui est tout en bas à droite. Donc, 33% qui sont les protéines végétales. Donc, le reste, ça reste encore de la protéine animale. Donc, on a un chiffre d'affaires en 2019 de 17,6 milliards de dollars, donc à un niveau mondial et avec une croissance annuelle de 6,2% d'ici 2027. Donc, le contexte est favorable pour l'utilisation de ces protéines, notamment parce qu'il y a une préoccupation à niveau de l'environnement. Donc, on le voit aussi, donc une préoccupation de la santé publique, le développement du flexitarisme et des végétariens, et vraiment l'engouement pour des produits riches en protéines. Alors, si on regarde les chiffres marché côté États-Unis, donc tout ce qu'on appelle le plant-based a fait donc un plus 43% entre 2018 et 2020, donc avec toutes les sous-segmentations confondues, donc que ce soit des substituts de viande ou de lait ou autres substituts aux protéines animales. Donc, et on voit que tout ce qui va être alternative aux protéines animales, aux protéines de viande, pardon, on fait un 45% entre 2019 et 2020.
Alors, si on regarde la segmentation du marché des alternatives aux protéines animales, donc on peut voir tout ce qui va être les produits végétaux transformés, donc ce qu'on appelle les substituts de produits animaux, et de l'autre côté, donc les pavés verts, donc il y a tout ce qui est les produits végétaux non transformées ou semi-transformées, où on englobe voilà, toutes les légumineuses mélangées aux céréales, les graines, fruits secs, etc. Et donc du côté des substituts de produits animaux, on a bien évidemment la catégorie de substituts de viande avec différentes typologies de produits. On a ce qu'on appelle la première génération, c'est des produits à base donc, de tofu, et voilà, c'est des produits qui ne ressemblent pas à de la viande. Ensuite, il y a eu la deuxième génération, donc c'est des produits à base de protéines végétales qui ressemblent visuellement à de la viande. Donc ça peut être des pavés, des carrés, des steaks, saucisses, des falafels, bouchées, voilà, des boulettes. Ce qui a donné par la suite à une troisième génération, voilà, qui commence à bien prendre de la place. Et donc, c'est des produits à base donc, de protéines végétales qui visuellement et organoleptiquement sont vraiment similaires à de la viande. On peut dire vraiment que c'est des analogues de la viande. Donc là, on est sur des formats de steak, de saucisses et de tranches de… Et pour finir, donc la troisième génération passe, on va dire, à la quatrième génération, sur laquelle on commence à voir des choses qui arrivent sur le marché et qui est autour de la viande cellulaire, qui est cultivée in vitro. Ensuite, sur les substituts de produits laitiers, donc on a tout ce qui est autour des boissons végétales, les desserts végétaux et crèmes végétales. Donc voilà, des produits qui sont, on va dire, plus démocratisés et qu'on trouve très facilement dans le marché. Et donc dernièrement, il y a eu tout ce qui va être les fromages végétaux ou les fromages qu'on appelle, c'était le nom marketing parlant, et les glaces végétales. Donc voilà pour la segmentation du marché. Donc du côté, si on regarde les micro-organismes, donc du côté des champignons, donc c'est une source voilà qui est bien utilisée aussi, qui commence à être utilisée donc comme alternative. Donc c'est un marché qui est grandissant et notamment avec l'utilisation des mycoprotéines. Le marché des champignons est estimé à 50 milliards de dollars en 2019 et par rapport aux typologies de champignons utilisés, c'est le champignon de Paris qui est le plus utilisé avec 32% des parts de marché. Par rapport aux estimations de développement, c'est l'Europe qui va se développer le plus rapidement, sachant que l'Asie-Pacifique est le plus gros marché actuellement. Alors, donc, les marques qui se sont lancées et qui utilisent le champignon ou des levures comme source de protéines, on a la marque Pleurette, donc, qui est une marque française, qui a lancé une gamme donc, à base de pleurotes. Donc, ils proposent des boulettes, des galettes et des sauces bolo végétales. Ensuite, il y a Korn, qui est le pionnier aux États-Unis, qui s'est lancé sur ce marché en utilisant le fusarium, voilà, qui est un champignon, donc qui est riche en fibres, pauvre en graisse et sans cholestérol. Ensuite, il y a Nature's Find, qui, eux, ils se sont positionnés sur le créneau du petit déjeuner et des glaces à base de champignons. Et pour le coup, eux, ils se lancent sur le marché du sucré. Et en dernier, il y a Minty, qui s'est lancé avec un substitut de viande de troisième génération à base de mycélium. Donc ça, c'est pour les produits finis. Et côté ingrédients, il y a notamment Biospring, donc, qui est une BU de Le Saffre, qui est expert dans l'extrait de levure, qui a lancé donc, Proteissimo 111 fin 2020 et qui est une protéine de levure. Côté insectes, donc c'est un marché qui a fort potentiel. Donc c'est un marché qui a été estimé à 114 millions de dollars en 2019 et qui va avoir une croissance de plus 45% d'ici 5 ans. C'est un marché qui bénéficie de nombreux moteurs de croissance.
en Europe notamment, avec l'investissement massif en R&D et des systèmes de production. Il y a une forte demande, bien évidemment, des protéines alternatives à la viande. Il se développe donc plutôt on va dire dans le pet food et l'aquaculture, donc notamment vis-à-vis de la réglementation. La sensibilité on va dire des propriétaires d'animaux de compagnie à l'impact environnemental et écologique et de la qualité nutritionnelle des aliments qui est destiné au pet food. Et la majorité des entreprises leaders du marché aujourd'hui sont européennes et donc françaises. Et à savoir qu'il y a eu un avis favorable de l'EFSA sur la consommation en nutrition humaine du verre de farine. Alors pour finaliser, donc il y a des innovations en alimentation humaine et en pet food, notamment avec la marque Micronutrice qui propose des produits pour l'apéro en forme d'insectes, mais ils utilisent aussi de la farine d'insectes pour créer des barres destinées aux sportifs. Il y a Kinjao aussi qui se positionne aussi dans le créneau des sportifs avec des barres à base de cricket. Il y a la marque Jiminis qui a été un peu le pionnier en France, qui eux proposent qui sont dans le créneau du petit déjeuner avec des granolas, des petits sablés et même des barres. Et il y a donc une Mojo, une marque donc de pet food française, qui élabore des croquettes pour chiens et chats avec une bonne traçabilité, un accompagnement derrière de formulation par un vétérinaire avec de la farine d'insectes. Voilà pour la présentation sur les ingrédients issus des protéines et les nouvelles ressources. Donc, je vais passer la parole aux invités, donc Fermentalgue, Nestlé et Insect. Voilà. Merci Lourdes pour cette présentation, cet éclairage sur toutes ces applications. En fait, on a voulu être tout à fait complémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir une présentation de Philippe Lavielle, président directeur général de Fermentalgue, donc c'est toutes les applications au niveau des microalgues. Cécile Rosy, qui est directrice des affaires scientifiques, réglementaires et nutrition, fera un zoom sur plutôt la partie utilisation des protéines végétales. Et on aura enfin Franck Pierre, qui est directeur recherche et développement d'Insect, sur la partie valorisation des insectes, des protéines d'insectes. Aujourd'hui dans le feed et dans le food de plus en plus à l'avenir. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Philippe pour nous présenter un peu ce qu'est Fermentalgue et les développements de Fermentalgue dans ce secteur. Merci Philippe. Bonjour à tous et merci Christophe. Je ne sais pas si vous me voyez. Si, c'est bon. On te voit et ta présentation. Et je vais partager l'écran. La présentation maintenant, oui. Voilà. Toujours un petit peu de… Voilà, bonjour. Merci Christophe de me laisser donner un coup de projecteur sur les activités de Fermentalgue. Je suis ravi de participer à cette journée qui, je l'espère, sera intéressante pour tous. Donc, en gros, Fermentalgue est une entreprise qui a une dizaine d'années, spécialisée dans les microalgues, la recherche et le développement, l'innovation, l'industrialisation de procédés à base de microalgues. Nous avons fait, au cours des dernières années, 3 paris. J'essaye de faire avancer mes… Voilà. Je devais d'abord vous dire un petit peu ce que sont les microalgues pour les participants qui ne seraient pas familiers. C'est en fait une famille biologique à la fois très importante, très ancienne, puisque c'est une des premières familles biologiques à être apparue sur Terre,
Et pourquoi important? Parce que c'est d'abord la famille biologique qui est à la base de la chaîne alimentaire des océans. Et donc, toute la vie océane dépend en grande partie de la santé de cette classe biologique. Et en plus, les microalgues sont responsables d'à peu près 50% du cycle du CO2 et responsables donc d'à peu près la moitié de l'oxygène que nous respirons. Donc, les microalgues sont quelque chose de très important pour la biosphère. Fermentalg a fait 3 paris industriels et commerciaux. Un premier pari qui est donc en phase de commercialisation, où nous avons remonté justement la chaîne alimentaire des océans et nous avons sélectionné des microalgues qui sont particulièrement adeptes à fabriquer des oméga-3. Et donc, c'est un produit que nous appelons DHA Origins. C'est un produit qui vient se substituer aux oméga-3 de poisson, puisque nous estimons que la ressource halieutique est en forte tension dans beaucoup de zones océaniques. Et fabriquer des oméga-3 par fermentation nous semble une méthode bien plus durable. Donc ça, c'est un produit que nous avons déjà commercialisé, qui est en phase d'accélération commerciale. Le deuxième programme est un programme sur lequel je vais m'étendre un peu plus, puisqu'il s'agit de protéines. Nous sommes en phase de pré-industrialisation, donc nous montons en échelle, nous développons notre procédé industriel. Nous avons fait l'année dernière un partenariat avec une société américaine spécialisée dans les colorants alimentaires naturels qui s'appelle DDW. Et donc nous montons ça en échelle, mais je vais en dire quelques mots juste après ça. Le troisième programme est un programme que nous appelons le puits de carbone et nous venons d'annoncer une co-entreprise avec l'entreprise Suez, le groupe Suez, pour monter en échelle des solutions environnementales, ce qu'on appelle des solutions de carbon capture et utilization, c'est-à-dire des solutions de capture de CO2 et de bioconversion du CO2 en produits d'intérêt, notamment pour l'agriculture, l'alimentation et bientôt pour la chimie verte. Voilà. Donc, pour avancer, je vais vous parler, je vais pouvoir passer là-dessus, vous dire que en fait, Fermentalg est réellement engagé dans une mission de développement durable. Et pour vous donner un coup de projecteur un peu plus approfondi sur notre plateforme protéines et colorants, en fait, c'est la même plateforme que nous utilisons pour fabriquer des colorants alimentaires et des protéines. La même biomasse nous donne la capacité d'en extraire un colorant qui s'appelle la phycocyanine et qui est un colorant performant parce qu'il est stable à l'acide et stable à la chaleur. Donc, c'est un colorant qui va pouvoir entrer dans des boissons, notamment des boissons sportives et pour lequel nous estimons pouvoir commercialiser les premiers lots en 2023. Je ne vais pas revenir sur la thèse des protéines alternatives, des protéines végétales et des nouvelles sources, parce que Lourdes nous a donné un très beau panorama. Mais pour vous dire que, en fait, à partir de nos microalgues, nous avons sélectionné une microalgue dans les sources chaudes des Antilles françaises. Et à partir de cette microalgue, nous fabriquons une biomasse protéinée d'à peu près 60% de protéines et un colorant bleu dont je viens de parler qui est supérieur au colorant bleu qu'on trouve déjà sur le marché comme la phycocyanine de spiruline, puisqu'il est plus stable et il va être pasteurisable pour une utilisation dans les boissons. La biomasse protéinée que nous produisons, que nous avons baptisée Calvea, est une biomasse qui a un très bon profil aminoscore,
qui est riche en leucine et en acide aminé soufré. Donc, il pourrait être positionné, une fois industrialisé, comme un bon complément à des protéines végétales ou d'autres sources de protéines végétales. Donc, pour avancer, je voudrais vous laisser avec une réflexion sur les méthodes de production de protéines d'algues et de biomasse d'algues en général. La façon traditionnelle a été de les produire en raceway, puisque les microalgues ont une cassette photosynthétique qui permet d'utiliser la lumière solaire pour leur croissance. Cette façon traditionnelle est toujours existante et encore prééminente, mais souffre de verrous assez importants, puisque ça demande des surfaces très importantes et l'apport de lumière solaire est un facteur très limitant pour passer à des productivités et aussi des échelles importantes dans la production de biomasse algale. Donc, seuls les marchés à haute valeur ajoutée peuvent être adressés par ce genre de production. On a vu au cours des années passées développer des systèmes un peu plus évolués de culture de microalgues par des systèmes de ce qu'on appelle des photobioréacteurs tubulaires ou à plaques qui offrent des productivités et aussi des contrôles de procédés bien meilleurs. Par contre, les contraintes de CAPEX et aussi la productivité peu élevée rend encore cette méthode de production assez compliquée pour des productions à grand volume. Et donc, mon point ici est de vous soumettre que la production microalgale va devoir passer par les étapes de fermentation industrielle qui sont déjà bien utilisées pour les autres types de micro-organismes comme les levures ou les champignons. Les productivités que nous obtenons dans la croissance de biomasse algale à travers la fermentation industrielle sont de 50 à 100 fois plus élevées que par les moyens que je vous ai exposés au vent. Par contre, ça nécessite des efforts de R&D très importants pour faire passer les microalgues d'un mode autotrophique à un mode hétérotrophique, donc qui est adapté à la fermentation industrielle. Voilà, je pense que c'était mon dernier point, à part de vous dire que nous sommes un membre actif du pôle IAR et de Protéines France, et nous en sommes très contents. Ces participations, nous sommes une toute petite entreprise régionale, donc ces participations nous permettent de participer, en fait, de contribuer à l'établissement de ces nouvelles chaînes de valeur. Ça nous permet de réseauter, ça nous aide à comprendre certains mécanismes réglementaires, ça nous donne de temps en temps un petit peu de visibilité comme aujourd'hui. Donc, nous sommes ravis de participer à ces structures et je pense que sous la houlette de Christophe, ça va aller encore plus loin puisqu'il va, comme il vous l'a dit, faire un effort supplémentaire pour intégrer toute la partie alimentation dans ces pôles-là. Voilà, je pense que j'ai terminé ma présentation. J'espère que je suis dans les temps. Tout à fait. C'était très, je pense, très clair. Merci beaucoup, Philippe. Et en peu de temps, tu as eu, c'était une gageure, la possibilité d'expliquer un petit peu les différents modes de production de microalgues en passant de l'autotrophie, donc avec la lumière, avec le soleil, à l'hétérotrophie avec les réacteurs fermés, et aussi de montrer les opportunités de production de protéines et d'autres produits à partir des microalgues. Et il y a vraiment, comme tu disais, une complémentarité entre ces différentes alternatives aux protéines animales. Et on peut avoir des
des cocktails ou des bouquets de solutions qui permettent de répondre aux attentes des consommateurs. Tout à fait. Ouais, et d'ailleurs, je vais profiter de tes 20% de réduction. d'accord. À très bientôt. À bientôt, oui, oui. De toute façon, on va avoir peut-être des questions. Ne pars pas tout de Oui. suite, tu as peut-être des Non, questions. je reste en ligne. Ok. Donc, je vais passer la parole maintenant à Cécile Rosy, qui représente le groupe Nestlé. Vous voyez, on a essayé d'avoir vraiment un panel assez large, hein, de la start-up à la insect, à la PME Fermentalg et jusqu'au grand groupe. En fait, cette thématique des protéines inspire toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, et il y a une certaine dynamique qui se crée justement entre ces entreprises aussi, hein. Donc Cécile, je te laisse la parole. Donc Cécile Rosy est directrice des affaires scientifiques et réglementaires et nutrition. Et elle est aussi au niveau représente le groupe Nestlé au conseil d'administration de Protéines France. Merci Christophe. Bonjour à tous et donc merci de m'avoir invité pour participer à ce webinaire. Je vais partager mon écran. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la vision de Nestlé par rapport à l'alimentation et un peu notre vision de l'alimentation en 2025. Notre vision de l'alimentation en 2025 se traduit en fait par notre raison d'être, qui est donc d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, avec 3 volets pour les individus et les familles, avec l'accélération de la transformation de nos recettes, pour nos communautés, avec des actions pour et avec nos collaborateurs et nos producteurs, et pour la planète, avec des actions pour réduire l'impact de nos produits sur notre environnement. Donc, c'est vraiment une approche holistique de la santé, à la fois au niveau santé, sociétal et environnement. Donc, si on prend le volet santé, on a vraiment une volonté d'accélérer la transformation de nos recettes. Pour ça, il y a différentes actions qui sont menées par notre groupe. Le premier, c'est le déploiement du Nutri-Score sur 100% de nos produits à la fin 2021. C'est également la réduction du taux de sel, de sucre, d'acides gras saturés dans un certain nombre de nos produits, avec des résultats maintenant très significatifs, comme par exemple sur les céréales avec moins 39% de sucre et plus 72% de céréales complètes, ou moins 27% de sel dans nos pizzas Buitoni. Toute une démarche également que nous faisons de clean labeling, de simplification de nos recettes et de réduction de nos listes d'ingrédients à travers l'ensemble de nos portefeuilles, ce qui nous pousse chaque année à revoir l'ensemble de nos recettes pour essayer d'aller vers des ingrédients les plus connus possibles de nos consommateurs. On a également un gros volet de développement de références bio avec à ce jour 95 références labellisées bio. Et enfin, donc, le pilier qui concerne la transformation de notre portefeuille pour aller vers plus d'alternatives végétales. Donc, c'est vrai qu'il est très important de pouvoir équilibrer ces apports entre protéines animales et végétales. On parle bien d'équilibre et d'un rééquilibrage qui est nécessaire. Comme on voit sur le petit graphique, dans les pays développés, on a un ratio protéines animales sur protéines végétales qui est aux alentours de 30 sur 70, quand dans la moyenne mondiale, on est à 65-35. Donc, on voit que les pays développés ont un ratio en protéines animales par rapport aux protéines végétales beaucoup plus élevé, et que l'objectif global est de pouvoir faire un rééquilibrage. Bien évidemment, les protéines animales restent nécessaires, nous en sommes parfaitement convaincus, et on sait très bien qu'au niveau des sources de protéines, chacune peut avoir ses avantages, ses inconvénients, d'où l'intérêt de pouvoir aller vers ce qu'on appelle, nous, du rééquilibrage, pour pouvoir avoir un apport équilibré entre les deux types de sources de protéines. Alors, cette prise de conscience conduit également à de nouveaux modes de vie. Ce qu'on observe aujourd'hui, d'après les dernières études que nous avons eues, c'est qu'aujourd'hui, au sein d'un foyer, 40,4%
dans 40,4% des foyers, il y a au moins une personne qui se dit flexitarienne, végétarienne ou végétalienne. Donc, flexitarienne, c'est justement cette tendance de vouloir essayer de temps en temps voilà, de réduire sa consommation de produits animaux, de viande, de charcuterie, d'essayer d'augmenter la consommation de légumes et de légumineuses. Donc, on est vraiment dans cette notion de rééquilibrage. Par contre, si on prend vraiment la population qui est purement végétarienne ou végane, donc là, on voit que les chiffres sont beaucoup plus faibles. On a 2,3% des foyers dans lesquels une personne est végétarienne et 0,8% donc totalement végétalienne. Donc, les chiffres ont peut-être évolué parce que c'est des tendances qui évoluent, mais on voit que ce 40,4% est quand même très significatif aujourd'hui. Alors nous, notre ambition, c'est aussi d'agir pour la planète. On a des engagements au niveau climat qui sont très forts, avec un engagement de 0 émission nette d'ici 2050 et des objectifs à moins 20% d'ici 2025, moins 50% d'ici 2030. Donc des objectifs très forts qui font vraiment partie de notre raison d'être et qui orientent toutes nos actions actuellement. Et quand on regarde en fait l'empreinte carbone au sein de notre chaîne de valeur, au sein du groupe Nestlé, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a 71,4% de nos émissions qui proviennent de notre approvisionnement, donc blé, légumes, cacao, café, parce qu'on a beaucoup d'ingrédients qui viennent d'un certain nombre de régions éloignées du globe. On a 7,7% qui proviennent vraiment de l'aspect production dans nos usines, 11,9% qui proviennent de nos emballages et 8,2% qui proviennent du transport, 0,8% du déplacement de nos collaborateurs. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a quasiment 83% de nos émissions qui sont liées à nos approvisionnements en matières premières et à nos emballages. Donc, très clairement, ça guide nos actions au sein du groupe. Un petit rappel par rapport aux émissions de gaz à effet de serre pour 100 grammes de protéines, et ce graphique est assez parlant. Et très clairement, on voit que le rééquilibrage qui est favorable à la santé l'est aussi au niveau de l'environnement. Donc, on est vraiment sur une action globale qui va lier à la fois les objectifs de santé de la population et de santé de notre environnement. Alors, le discours est bien sûr beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que nous souhaitons vraiment soutenir l'élevage français dont nous sommes, voilà, nous avons énormément de partenariats avec le monde agricole, et nous travaillons beaucoup sur la réduction des impacts carbone liés aux élevages français, le privilégier les pratiques d'élevage moins impactantes avec ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, par exemple, qui permet d'avoir des sols vivants qui vont pouvoir capter davantage de carbone, qui vont être beaucoup plus favorables pour l'environnement, en réduisant le travail des sols, en maintenant par exemple le sol couvert, ou en diversifiant la rotation des cultures. Et pareil, au niveau des protéines végétales, il faut d'un autre côté aussi être particulièrement attentif dans le choix de ces protéines végétales, parce qu'on sait que certaines peuvent aussi avoir des impacts sur l'environnement absolument non négligeables. Donc, ça fait vraiment partie de tous les aspects qui sont pris en compte dans le cadre de notre engagement. Alors aujourd'hui, tout ça nous amène évidemment à une transformation de notre portefeuille de produits. Donc, quand je parle de transformation, là encore une fois, c'est toute une question de rééquilibrage. Donc, nous, notre volonté, ce n'est pas de modifier profondément notre portefeuille de produits, mais pour chacune de nos catégories de produits, de pouvoir offrir à nos consommateurs une alternative végétale. C'est vraiment cette voie qui, pour nous, est privilégiée. C'est ce qu'on appelle la végétalisation de notre portefeuille de produits, qui fait partie intégrante de notre feuille de route net zéro et de notre raison d'être. Donc, voilà quelques exemples de produits qui ont été mis sur le marché récemment. Il y en a un certain nombre d'autres produits qui arrivent. C'est bien sûr absolument pas exhaustif, mais dans les derniers lancements que nous avons faits, nous avons lancé des cappuccinos, donc Nescafé à la fois en soluble et en capsule au lait de coco et au lait d'amande, donc des produits qui sont labellisés vegan, un riz coré également au lait d'amande. Nous avons bien sûr toute notre gamme Le Bon Végétal,
qui comprend plus de 22 références aujourd'hui, soit d'aide culinaire, soit d'ingrédients, soit d'accompagnement pour les plats qui sont tous labellisés soit végétariens, soit véganes. On a également un certain nombre de produits culinaires, d'aides culinaires qui aident à composer des recettes à base de légumes ou de légumineuses, et notamment toute notre division magie travaille beaucoup sur ces sujets-là. Il y a également, par exemple, je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais le Cubor végétal, 100% végétal, que nous avons lancé pour les personnes qui souhaitent utiliser des bouillons cubes 100% végétal. On a également développé des produits plus récemment. Alors là, le KitKat vegan n'est pas encore arrivé en France, mais ça ne va pas tarder. Donc, pour essayer de proposer des alternatives, y compris sur ces produits-là qui habituellement sont fabriqués à base de chocolat au lait. Un produit également qui est très intéressant, c'est le lait d'apâtissier vegan, qui en fait est le pendant de notre lait concentré sucré, qui est utilisé par beaucoup de pâtissiers en cuisine, et qui permet de proposer une alternative à l'usage de l'œuf et du lait dans certains desserts. Et on a inventé toute une série de recettes absolument délicieuses avec cette lait d'apâtissier vegan. Il y a également bien sûr des gammes que nous développons par nature végétale, donc c'est le cas notamment en nutrition infantile, et également en restauration hors domicile pour l'ensemble de la restauration hors domicile des restaurants, avec notre gamme de Nestlé Professionnel, où on développe un certain nombre de produits sous la marque Garden Gourmet pour accompagner nos restaurateurs à pouvoir proposer des repas qui sont végétariens ou véganes. Donc on voit que beaucoup de choses bougent sur cette offre qu'on appelle plant-based. Ce n'est qu'un début. Beaucoup de recherches sont en cours sur des nouveaux produits, dans des nouvelles catégories de produits. Donc, je serais ravie de pouvoir vous en parler lors d'une prochaine édition. Et voilà, donc c'est vrai que du coup, c'est forcément notre raison d'être nous fait qu'on est particulièrement intéressé de pouvoir participer au réseau Protéines France, et nous avons été ravis de pouvoir rejoindre donc le conseil d'administration en 2020. On travaille beaucoup notamment sur tous les aspects de communication, de valorisation, de promotion de la filière, et également, comme le disait Christophe, on a un certain nombre de sujets réglementaires sur lesquels le fait de pouvoir tous ensemble se réunir et pouvoir discuter ensemble avec l'administration des nouvelles réglementations, des bonnes compréhensions est absolument indispensable. En tout cas, nous, on a toujours été partisans de pouvoir participer à ces réunions qui fédèrent des entreprises de taille et d'horizons extrêmement différents. Donc, voilà, donc j'avais fait une petite interview au moment où nous avions rejoint Protéines France pour expliquer les raisons de notre choix. Et c'est vrai que, comme vous pouvez le comprendre, ça s'inscrit clairement dans la stratégie de notre groupe d'aller vers plus de végétal, à la fois pour la santé de nos consommateurs et pour la santé de la planète. Voilà. Merci Cécile. Merci pour votre attention. Cette présentation qui donne un éclairage clair de la stratégie de Nestlé, du groupe Nestlé dans ce domaine. Et je dirais que ça va de la fourche à la fourchette, puisque vous êtes impliqué dans la revitalisation des sols, et puis bien sûr toutes les propositions végétales que vous faites dans un esprit de rééquilibrage, c'est-à-dire de dire que c'est pas c'est en complémentarité en fait avec les protéines animales que c'est là que c'est vraiment le développement se fait au niveau du flexitarisme. Donc il y a en fait ce besoin d'essayer de tenir compte en fait, de cette stratégie de développement durable tout en accompagnant les attentes des nouveaux consommateurs avec une offre plus diversifiée et plus végétale qu'elle ne l'était dans le passé. Un peu ce que je retiens de ta présentation. Exactement, Christophe, et surtout ne jamais opposer le monde animal et le monde végétal. Et systématiquement, c'est pour ça que nos produits, nous ne parlons jamais de substitut d'un autre produit, mais d'une alternative. Et pour nous, cette terminologie est extrêmement importante, parce que vraiment notre souhait, c'est de proposer une alternative aux consommateurs flexitariens qui sont à la recherche d'une alimentation plus végétale, mais jamais d'opposer les deux
les deux catégories de produits. D'ailleurs, parce que dans notre portefeuille, on a énormément de produits issus du monde de l'élevage, bien évidemment, et nous en sommes fiers. Et voilà, simplement de pouvoir proposer cette alternative, c'est vraiment comme ça que nous voyons donc l'alimentation du futur. Très bien, merci Cécile. En fait, c'est exactement la stratégie de Protéines France, c'est de dire d'accompagner le développement de ces protéines végétales et nouvelles ressources, mais pas en opposition, en complémentarité avec les protéines existantes. Merci. Donc, on va passer à la dernière présentation. Tiens le timing, donc ça c'est très bien. Franck, je vais te passer la parole. Donc, on va voir les opportunités futures au niveau des insectes, bon, existantes déjà, mais avec des perspectives très intéressantes en termes de croissance. Donc, Franck est directeur R&D du groupe Insect, impliqué dans Protéines France et depuis très longtemps déjà dans IAR, puisqu'on avait accompagné avec IAR Insect pour l'appel à projet dans le partenariat public-privé Biobased Industry au niveau européen pour la première unité industrielle, le flagship, comme on dit en termes bruxellois, qui s'est construit à côté d'Amiens. Voilà. Donc, Franck, je te laisse la parole. Merci. J'imagine que vous voyez mon écran, moi je l'espère. Non, tout à fait. Très bien. Donc, la présentation est en anglais, mais je vais parler en français. Il y aura une petite vidéo également à la fin qui est en anglais, qui fera une synthèse des éléments qu'on a pu partager. Moi, je suis très heureux qu'on soit ici présent, parce qu'effectivement, la continuité de ce qui vient d'être dit, c'est les protéines et les ingrédients alternatifs. L'alternativité n'excluant pas les autres options, mais plutôt étant un élément complémentaire et des options existantes. Alors, l'ambition de Insect, et c'est notre raison d'être, hein, c'est de réinventer la chaîne alimentaire. Donc, c'est une ambition très, très large, mais on pense pouvoir apporter notre pierre à l'édifice par notre démarche d'élevage et transformation des insectes, d'un insecte ou de deux insectes en particulier. Un petit peu d'histoire, c'est vrai qu'on est en mode start-up chez Insect, mais en mode start-up avec PME émergente et à vocation de TI internationale. Donc, la création en 2011 par les 4 fondateurs que vous voyez ici présents, Antoine Hubert étant le PDG actuellement. Alors, information exclusive de ce matin, nous sommes plus avec 5 sites, mais avec 6 sites maintenant, puisque Insect a fait l'acquisition de Protifarm, une société néerlandaise qui nous rejoint donc aujourd'hui. Quelques chiffres, donc 150 personnes au jour d'aujourd'hui, vocation d'être à 250 à la fin de l'année, avec en plus l'effectif bien évidemment de Protifarm qui s'ajoute. Nous avons plus de 60, j'allais dire, prix et récompenses dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de New Business and Economy, dans le domaine du management également. Hein. Nous sommes un des premiers à avoir mis le congé de paternité à égalité avec le congé de maternité une fois que l'enfant était né. Et ce genre d'initiative, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Plus de 30 partenariats, bien plus encore hein, dans les semaines à venir, au niveau européen, national également. Et puis, nous avons la chance cette année encore d'être reconnus au sein du Next 40, hein, avec un certain nombre d'entreprises de tout horizon. Nous sommes très heureux d'en faire partie, ça nous aide énormément. Je voulais faire un peu dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure par Lourdes, c'est faire un petit pas de côté et puis en fait adresser véritablement et citer les différents enjeux que nous souhaitons adresser par notre démarche. Je n'arrive pas à cacher la partie qui est en haut, mais voilà. Donc, un point important, ça a été déjà cité, une croissance démographique, il y a une augmentation du niveau de vie et les ressources sur Terre ne sont pas infinies. Donc, on a une augmentation croissante du besoin en alimentation des animaux, des plantes et des humains, puisque c'est des sujets qu'on adresse aujourd'hui dans la société Insect. Selon un rapport aussi de la FAO qui date de 2012, je vous invite 2012-2013, je vous invite à le lire. Il est assez dense, mais il donne un bon panégyrique de
de l'utilisation positive des insectes au niveau mondial pour l'alimentation au sens large. Donc, nous avons un besoin croissant de 70% à 2050, avec un nombre de terres arables qui est relativement réduit, 5%. Et donc, pour adresser ces différents points, dont l'augmentation de besoins en protéines animales ou protéines végétales, il y a besoin d'avoir une approche un petit peu parfois radicale et alternative. Alors, nous, on est fondé sur l'économie circulaire et on a une solution chez Insect et dans l'industrie des insectes plus généralement, qui consiste effectivement à apporter des protéines et des ingrédients de valeur ajoutée pour sur ces différents aspects. Last but not least, effectivement, les problématiques de climate change ou de biodiversité qui ont été citées par Lourdes parmi les 9 dimensions sont également quelque chose de très important pour nous, puisqu'on est né en fait dans cette type de problématique et avec ce type d'enjeu. Donc, notre ambition dans ce contexte, effectivement, c'est de révolutionner la chaîne alimentaire sur les différentes dimensions que je viens de citer, et puis ceci en se fondant sur des connaissances scientifiques et technologiques, et de transformer ces connaissances scientifiques et technologiques, ce qui est le plus dur en fait, en réalité industrielle et commerciale, et en impact effectif et le plus significatif possible au niveau mondial. C'est toujours un peu cette transition qu'un certain nombre de sociétés de start-up ont des difficultés à faire, même généralement même les grands groupes. Et nous sommes en train de l'opérer chez Insect de manière très positive, donc on est très content de cela et on n'est pas les seuls, bien évidemment. Ici, juste pour information, effectivement, j'ai cité les 17 points qui sont du Sustainable Development Goal, où l'on coche un certain nombre de cases. On aimerait en cocher encore plus, bien évidemment, mais ça reprend un peu les éléments que j'ai cités tout à l'heure, tant au domaine de l'innovation, du produit, du process, de l'impact économique, et également de la manière dont on opère le management des équipes, le management des organisations chez Insect. Donc, le point suivant, je vais pouvoir zoomer en fait sur la solution. Parce que là, on a cité les enjeux et en fait, il y a différentes solutions qui peuvent exister. Les insectes en sont une. Alors, juste comme préliminaire, on parle souvent des insectes et j'aimerais resituer un petit peu les choses. Effectivement, les insectes, c'est en fait le groupe qui a le plus grand nombre d'espèces au niveau de la planète. Il représente 50% des espèces. C'est un groupe considérable qui a à peu près 1 million d'espèces connues aujourd'hui, vraisemblablement 2 à 3 millions supplémentaires qui ne sont pas encore connues et qu'on aimerait connaître bien évidemment un jour. Dans ces insectes, il y a 40% sont des coléoptères. Vous allez voir le zoom. Et le Ténébrion molitor et puis le buffalo, le scarabée buffalo que l'on élève, sont des coléoptères. Dans ces insectes, il y en a 7 qui sont élevés de manière courante par différentes entreprises comme la nôtre. Seulement 7 sont autorisés en Europe à l'élevage et à la transformation. Et dans ces 7, il y en a 3 ou 4 qui sont le haut du panier en termes de solutions et en termes de production. On a bien évidemment le scarabée molitor, qui s'appelle aussi Ténébrio molitor, ou encore ver de farine. On a le buffalo, le scarabée buffalo, la black swordfly, le criquet, le grillon et quelques autres, mais d'un nombre relativement réduit. Vous voyez, de 1 million, on passe à 7 et voire un petit peu moins. Donc, on ne devrait pas toujours parler des insectes en général, mais plutôt de parler de ces différents insectes et certains autres qui sont utilisés au niveau mondial et de plus en plus. Si je fais un zoom sur le mealworm, c'est donc c'est les mealworms en fait, c'est le molitor mealworm et puis le buffalo mealworm, de scarabée buffalo et puis scarabée molitor, qui, grâce à des process et des procédés déposés par Insect et par Protifar aussi aujourd'hui, puisque Protifar nous a rejoints, permettent d'adresser en fait et de fournir des aliments qui sont sains, naturels et qui s'inscrivent dans l'économie durable.
Pour adresser quoi? Pour adresser en fait l'alimentation en protéines des animaux d'élevage. Alors on a parlé de l'aquaculture, on parlera peut-être demain ou après-demain du poulet et du porc. On a aussi le pet food, des animaux de compagnie, un marché très important. Dans l'alimentation humaine également, alors comme protéines alternatives aux protéines animales traditionnelles ou aux protéines végétales qui ne sont pas toutes vertueuses dans l'aspect, pour différents aspects. Et puis également, on ne va pas en parler aujourd'hui, dans la fertilisation des plantes et des sols. Mais on le voit ici qu'on adresse en fait tout le panel de la fourche à la fourchette et tout le panel des différentes habitudes alimentaires, qu'on soit qu'on soit vegan, végétalien, végétarien, flexitarien ou omnivore complet. On peut avoir une solution qui est apportée par insectes et par les insectes, en particulier les deux milvambres que j'ai cités précédemment. Alors tout ceci, ça paraît être c'est des mots, mais ce n'est pas simplement des mots. C'est-à-dire en fait, chez Insect, comme dans d'autres entreprises, mais encore plus chez Insect, je pense, on a une démarche qui consiste à apporter des preuves de ce que l'on dit et à travailler avec des instances et des organisations reconnues au niveau académique et non académique qui sont indépendantes. Et donc, dans ce domaine, on voit ici quelques chiffres, plus 34% de croissance de la truite, moins 40% de mortalité chez la crevette, également chez le bar, une diminution des maladies chez les chiens en particulier. Ça, c'est pour les animaux, les plantes également, mais je ne le citerai pas spécifiquement. Et dans l'alimentation humaine, des pistes tout à fait intéressantes avec des expérimentations qui ont été faites chez des modèles de mammifères comme le rat, avec une réduction en fait des triglycérides et des cholestérols, et puis une appétence, j'allais dire, croissante des humains, et en particulier des occidentaux, sur le fait d'appréhender une alimentation intégrant des insectes. Alors, quand on intègre des insectes, on peut l'intégrer de différentes manières. On peut avoir un ingrédient à très haute valeur ajoutée qui va s'intégrer dans un aliment bien spécifique pour un usage bien spécifique, jusqu'à avoir l'insecte présent dans son assiette, physiquement dans son assiette. Il y a tout le panel qui est possible. Nous, on adresse plutôt la première partie et la partie du milieu, c'est-à-dire en fait une alimentation courante par le biais de préparation le moins transformé possible. On ne vend pas, et on n'a pas l'intention de le faire sur le court terme, des insectes entiers pour les consommer en direct. Les autres éléments qui sont en bas du slide, en fait, adressent les différentes possibilités. Une haute teneur en protéines, 72% pour le scarabée molitor, qui est un des plus riches en protéines, bien plus que certaines viandes. Des protéines de qualité, c'est une question qui était posée tout à l'heure, en acides aminés essentiels, et particulièrement de l'isoleucine, de la leucine, de la valine, qui sont des acides aminés reconnus et connus comme étant biogénérateurs, j'allais dire, de muscles, et qui peut adresser effectivement un marché que l'on adressera très prochainement dans le domaine du sportif, des seniors et de la régénération musculaire. Donc, beaucoup de possibilités et beaucoup de choses à explorer encore. C'est vrai que chez Insect, on a le plus important centre de recherche et développement privé de la filière, et on continue tous les jours dans mes équipes à trouver des pistes supplémentaires et les explorer avec des partenaires externes. Les deux points qui étaient un petit peu ralentisseurs, j'allais dire, en particulier dans les pays occidentaux, parce que quand on regarde les insectes du point de vue de l'européen ou de l'américain, c'est clair que ça paraît un peu ésotérique au départ. Il faut savoir que depuis des millénaires, le reste du monde consomme régulièrement des insectes en Asie, en Amérique centrale, en Afrique, collectés dans la nature, parfois élevés artisanalement, mais ce n'est pas extraordinaire que de consommer des insectes en direct ou transformés pour 2,5 milliards d'habitants sur Terre. En revanche, effectivement, pour les Occidentaux, c'est une appréhension un peu plus difficile. Et puis, il y avait une barrière aussi à l'entrée au niveau réglementaire. Celles-ci sont en train de se lever, alors pas totalement. Les barrières réglementaires, c'était évoqué tout à l'heure par Lourdes, sont… je regarde le chrono pour voir si je suis à peu près dans les temps. Oui, il me reste 5 minutes. Non, ça va.
les barrières alimentaires sont en train de se lever, en particulier, exclusivement pour l'instant, en Europe pour l'instant, sur le Tenebrio molitor, donc le scarabée molitor, plus communément appelé milleworm ou ver de farine, pour lequel l'Agence européenne de santé a donné un avis favorable, qui devrait peut-être, on l'espère, se concrétiser dans le courant de l'année, nous permettre justement de commercialiser des produits origine milleworm, pas origine insecte au sens large. Il y a aussi, effectivement, comme c'est évoqué en haut du slide, une appétence particulière. En particulier, on trouve chez Insect, compte tenu de la valeur ajoutée qu'apportent nos produits et qu'apportent les produits insectes de type milleworm, dans le domaine du sport et de la régénération. Bien évidemment, on pourra adresser à un moment donné, et on le fait déjà avec Protifarm en Hollande, adresser l'assiette du consommateur avec des produits alternatifs qui intègrent des insectes en termes de protéines plutôt que des protéines animales traditionnelles. Voilà, donc beaucoup de choses qui évoluent dans ce sens-là. Et puis, last but not least, l'alimentation des animaux, l'alimentation des plantes et le soin des sols, l'alimentation humaine qui est émergente et qui est croissante et sur laquelle on se positionne de force chez Insect avec Protifarm également. Il y a aussi des impacts sur l'environnement. Et donc, avec nos technologies, qui ne sont pas simplement élever des insectes, mais les élever d'une certaine manière, avec certaines technologies, certaines intelligences artificielles et automatismes, on économise du terrain et puis on a un impact au niveau environnemental en utilisant moins de ressources que les fermes traditionnelles et beaucoup moins de ressources que les fermes traditionnelles du fait de l'insecte lui-même, le scarabée molitor en l'occurrence, et du fait des technologies que l'on utilise chez Insect. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la suite, mais effectivement, la réussite d'une innovation, elle a de sens qu'à partir du moment, l'innovation a de sens qu'à un moment où elle atteint, j'allais dire, la population, la société, l'économie, et qu'elle est réellement une option qui est visible et lisible par tout le monde. Et c'est le travail que l'on fait déjà depuis plusieurs années chez Insect, et on est en train de construire donc la plus grande ferme verticale au monde, juste au nord de Amiens, qui est déjà sortie de terre et qui sera terminée dans le début de l'année prochaine pour produire début 2022. Pourquoi? Pour adresser les points qu'on évoquait tout à l'heure, mais comment? Parce que effectivement, nos solutions et les insectes plus généralement attirent l'intérêt des investisseurs. Nous avons également des clients significatifs et des grands groupes qui nous font confiance, et avec des contrats qui sont déjà de 105 millions de dollars avant même d'avoir produit dans notre ferme verticale d'Amiens. On produit déjà dans notre ferme verticale de Dole et on sert déjà des clients. Et on a des sciences et des technologies qui sont élevées à différents niveaux, que ce soit sur le vivant, sur les biotechnologies, sur l'intelligence artificielle, sur les capteurs embarqués sur des chaînes de production. Tous ces éléments, en fait, sont traités au sein de l'équipe R&D et l'ingénierie pour, en fait, rendre nos innovations le plus concrètes possible et industrialisables et générant des produits à haute valeur ajoutée. C'est les éléments là en substance que je vous ai cités ici, avec beaucoup de gens qui nous font confiance et que je pense ont tout à fait raison de le faire. En termes de recherche et développement, je l'ai évoqué, pour adresser l'alimentation des animaux, les plantes et l'alimentation humaine. Maintenant, je voudrais conclure avant de dire tout le bien que l'on pense de l'ANIA, de l'IAR et de Protéines France, parce qu'on a des collaborations très fortes avec ces trois instances. Vous passez une petite vidéo de 3 minutes qui va vous faire une synthèse de ce que je viens de vous dire et qui ira un petit peu plus loin. Elle est toute fraîche, elle est de ce matin et elle vous présente Insect et également Protifarm qui nous a rejoint ce matin. Founded in 2011 in Paris, France by scientists and environmental activists, Insect is the world leader in natural insect ingredients to feed animals, plants, and humans. By 2050, we need to increase our food production by 70% to meet the need of people globally.
and this with only 5% extra arable land available. The company, a certified B Corp, provides a healthy, natural, and sustainable alternative protein that uses 98% less land and 50% fewer resources than traditional livestock farming. Insect is established in France, the USA, and also in the Netherlands, with the integration in 2021 of ProtiFarm, a leading player in insect ingredients for human applications. Welcome to our first 2 farms. Here, we are working to sustainably feed the planet. We have developed a vertical farm concept which allows us to cultivate our beetle larvae in a zero-waste circular economy model. Our motto, no impact, big impact. We use innovative proprietary technologies protected by 300 patents to develop our vertical farms, allowing us to breed our insects with low surface impact and a negative carbon and water footprints. We avoid and sequester more CO2 than we emit. The vertical farm is fully automated by robots which feed, harvest, and process the insects. Our company develops AI models as well as computer vision to create the optimal environment for insect production. Today, 2,000 tons of mealworms-based proteins and fertilizers are produced to meet the demand of the trillion-dollar agricultural, animal, and human nutrition market. The exceptional properties of our mealworms products have been proven by international, independent, and recognized institutes and universities. Up to 35% more growth and 40% less mortality in farmed fish. Reduced skin diseases and allergies for pets. More than 20% higher yields on vineyards and certain crops compared to chemical fertilizers. Exceptional health effects for humans expected. Lower cholesterol, vitamins and minerals, maintain and increased muscle mass for athletes, and improved digestion. Insect is currently building its 3rd plant 1 hour from Paris, in Amiens. It will be the largest insect farm in the world, producing up to 200,000 tons of ingredients per year. By 2023, the project aims to create 500 direct and indirect jobs. We're deploying this unique project on the large scale in order to have a significant impact on our ecosystems, first in Europe, then in America and Asia, and very soon all around the world. Every day in France, the Netherlands, and the USA, more than 200 highly qualified international employees are working to meet the challenges of global food security, the preservation of our planet's environment, and climate change. Insect has received more than 60 awards and distinctions, placing us among the most innovative and attractive companies in the world. Insect, reinventing the food chain. Merci beaucoup, Franck. Je pense que tu veux rajouter encore un mot? Oh, je voulais juste dire effectivement, comme je l'ai dit précédemment, qu'en fait, on a des hotlines permanentes, je vais dire, avec l'ANIA, l'IAR et Protein France, comme c'était cité tout à l'heure, avec l'IAR, une collaboration très très forte sur un des plus gros projets d'agritech de l'année 2019 au niveau européen. Donc, on s'en félicite au quotidien. Et puis, on a une innovation et une R&D ouverte, parce qu'on n'a pas la prétention de tout connaître sur tout, mais de s'entourer des meilleurs. Donc, c'est ouvert en fonction des expertises que chacun peut apporter. Merci beaucoup, Franck, et merci d'avoir partagé cette nouvelle avec l'acquisition de la société aux Pays-Bas. En fait, on aurait pu mettre, j'avais pas le bandeau Breaking News, mais j'aurais pu le mettre et puis d'avoir partagé cette nouvelle vidéo là, toute fraîche, qui résume bien vraiment votre développement, le passage comme je disais, d'une start-up maintenant à une ETI bientôt. Donc, bravo pour ce développement. Je retiendrai aussi de ce que tu disais au niveau de l'innovation, c'est-à-dire, moi, j'aime bien la définition de dire que l'innovation, c'est transformer une création en solution durable. Et là, avec les insectes, les farines d'insectes, c'est vraiment le cas. On est vraiment dans cette dynamique. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je voudrais conclure. Il me reste 5 minutes pour conclure, pour rester dans le timing. Un mot par rapport aux présentations. Je pense qu'il y a un fil conducteur, en fait, au niveau de ces présentations. C'est que les solutions qu'on apporte, soit à partir de protéines végétales ou à partir de nouvelles ressources, sont à la fois bonnes pour la planète et bonnes pour les personnes.
Donc, on tient compte en fait de l'aspect développement durable, on va dire de la fourche à la fourchette, et on tient compte aussi des nouvelles attentes des consommateurs, tout en étant en complémentarité avec les autres sources de protéines. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est un monde de diversité, et c'est dans l'offre multiple qu'on pourra s'inscrire pour répondre aux attentes de nos consommateurs. Donc, en fait, ces solutions aujourd'hui sont à la fois bonnes pour la terre et bonnes pour la santé des personnes. Et c'est vraiment ce double avantage, ce double bénéfice qui est au cœur de la stratégie des entreprises qui sont au sein de Protéines France et plus globalement, bien sûr, au sein des autres entités. Donc, il y a eu pas mal de questions et on essaie de répondre à toutes les questions. De toute façon, on traitera toutes les questions et on vous enverra les réponses pour les questions auxquelles on n'a pas forcément toutes les réponses. Donc, je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir participé à ce webinaire en tant qu'intervenant, en tant que participant, en tant qu'organisateur aussi. En fait, nous avons été plus de 250 connectés à cet événement, ce qui est pour une première vraiment un très bon résultat. Pour nous, c'est le début d'une nouvelle histoire avec vous, hein, ça c'est clair. Cette présence démontre l'intérêt de ce sujet pour des acteurs venant, quand on regarde les personnes qui se sont connectées du monde agricole. On a des gens par exemple de France Agrimaire, de différentes coopératives, bien sûr de l'agroalimentaire avec les représentants de l'ANIA, et pas mal de personnes de l'innovation et de la recherche et développement. Je voulais aussi saluer la présence de représentants de l'administration, dont M. Hugues de Franlieu, qui a en charge les industries agroalimentaires au sein de la DGE à Bercy et qui nous accompagne au sein du CSF Alimentation pour ces stratégies d'accélération pour une alimentation durable pour la santé. Donc, vraiment remercier de sa présence et de son intérêt pour ce domaine en forte croissance. Pour être synthétique, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons des formidables atouts dans nos mains. Je suis convaincu qu'on a les atouts dans nos mains pour faire de la France vraiment un acteur de premier plan, un leader européen, voire mondial, des protéines végétales et des nouvelles ressources, avec des pépites comme INSEC, comme Fermental, mais aussi des grands groupes qui s'impliquent au sein de Protéines France, comme Tereos, comme le groupe Vivesia, comme Avril, comme Rocket. Vraiment, on a des atouts importants. On a globalement une agriculture en France qui est forte et innovante. Les leaders de la transformation, des leaders mondiaux, je ne vais pas citer le SAFRE en fait partie aussi. Une politique alignée avec des ambitions affichées aujourd'hui à travers les plans de relance, le plan de résilience, les stratégies d'accélération, le plan protéines. Et enfin, un écosystème qui est dynamique avec une ambition commune entre le pôle IAR et Protéines France. Et ça, c'est important et ce n'est pas toujours le cas de souligner que les différentes entités travaillent ensemble, l'ANIA, Protéines France, le pôle IAR, pour développer cette stratégie sur les protéines et nouvelles ressources. Bon, bien sûr, je vous invite, comme je l'ai dit au début, à nous rejoindre. Ce sera avec plaisir au sein de l'IAR et de Protéines France. Vous avez vu qu'il y a une offre particulière qui peut vous motiver, j'en suis sûr, à adhérer aux deux. Il y a du bénéfice à tirer, c'est tout à fait complémentaire. Ainsi, vous pourrez concourir avec nous à cette aventure qui positionne la France sur le podium des pays qui contribueront à développer cette alimentation durable et favorable à la santé. Encore merci pour votre présence et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi.